Information qui est tombée il y a quelques secondes. La Cour pénale internationale émet un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. C'est tombé il y a quelques instants. Et l'information est assez sidérante pour qu'on s'y arrête tout de suite. Alors Magali, qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait des semaines qu'on parle, général, ça fait des semaines qu'on parle des crimes de guerre commis par l'armée russe. On dit que Vladimir Poutine ne rendra jamais de compte, qu'on n'osera jamais élever la voix contre le chef du Kremlin. Et là, officiellement, la CPI émet un mandat d'arrêt. Oui, alors ça ne veut pas dire que demain, Vladimir Poutine sera dans le box des accusés, hein, attention. Ce n'est pas ce que je sous-entends, mais le fait... Oui, c'est un signal extrêmement politique, hein, évidemment. On sait que les Ukrainiens mettent une pression, énormément de pression pour qu'il y ait un tribunal spécial qui se crée, que la Cour pénale internationale a même envoyé, hein, de toute manière, des inspecteurs, des enquêteurs sur le terrain. Je précise que là, c'est lié aux déportations d'enfants. Ah, c'est lié aux déportations. Oui. C'est lié aux déportations d'enfants, et c'est vrai que là, on a de plus en plus ces accusations qui montent sur des crimes, en effet, des crimes contre l'humanité et vraiment une volonté de déportation, en effet, des enfants. C'est un geste très fort, hein, évidemment, de la Cour pénale internationale. C'est vraiment vouloir mettre officiellement la Russie en accusation sur la scène internationale, exiger que Vladimir Poutine rendre des comptes, mais rendre des comptes à terme, parce que, encore une fois, la Cour pénale internationale n'a pas de moyens de police et ne va pas aller chercher Vladimir Poutine pour le sortir du Kremlin et le mettre dans le box des accusés. C'est une épée de Damoclès qui va peser sur le Kremlin, sur les officiels russes, qui savent maintenant qu'il y a cette menace-là qui pèse sur eux d'un jugement. Mais encore une fois, c'est un geste avant tout politique qui n'aura pas de conséquences pratiques dans l'immédiat. Emmanuel Véron, parce que je vous avais coupé. Oui, et pour continuer sur ce sujet-là qui est très politique, c'est clairement une question de timing. 1 an après l'offensive de février 2022 et en amont de la rencontre Xi Jinping et Vladimir Poutine, qui aura lieu dans 48 heures ou 72 heures à partir de lundi prochain jusqu'à mercredi de la semaine prochaine. Donc on est là face à quelque chose qui est éminemment politique, symbolique et aussi très diplomatique pour essayer de monter un peu la pression autour de Poutine, autour du système du Kremlin. En faire un paria sur la scène internationale. En fait, c'est ça le but de ce mandat d'arrêt. Et en effet, c'est un signal à tous ceux qui seraient tentés d'aider Vladimir Poutine, d'aider la Russie dans cette guerre. C'est un signal aussi qui est envoyé aux alliés potentiels de la Russie. Général. Alors, sans être juriste, je suis allé vérifier rapidement. Il me semble que la Russie n'est pas signataire de la CPI. Non. Donc, déjà, l'effet est plus politique, finalement, et communication pour bien marquer le coup, je dirais. Ensuite, je dirais que elle ne peut pas ne pas le faire si effectivement elle a tous les éléments constitutifs, comme on dit, donc très bien. Ça, c'est l'aspect, je dirais, anti-guerre, pour condamner finalement l'agression russe d'une manière indirecte, surtout ses effets humanitaires sur les personnes. Maintenant, l'effet que ça peut avoir sur la Russie, sur Poutine, je pense aucun déjà pour commencer, mais sur la Russie, il y a quand même le risque, mais je pense qu'il est assumé, de durcir finalement la position russe en disant nous ne sommes pas signataires, on nous met devant un tribunal, quelles qu'en soient les raisons. Hein, je ne me bats pas sur les raisons en tant que telles, je parle sur les effets sur les populations. Donc je dirais que c'est un geste fort, comme vous l'avez souligné, c'est vrai, c'est un geste fort de la communauté internationale qui utilise le droit qu'elle a en sa possession. Maintenant, ça c'est l'aspect, je dirais, officiel, et puis maintenant l'aspect effet. Quel effet sur la Russie, sur Poutine? Déjà, si la Russie n'est pas signataire, d'ailleurs pas plus me semble-t-il que les États-Unis, donc ça aura un effet limité. Donc moi je dirais que c'est plus, je mettrais ça d'un niveau politique, et puis aussi peut-être pour satisfaire les opinions publiques internationales, et bien sûr l'Ukraine, pour dire, voilà, on a pris la situation en main, voilà ce que l'on peut dire, voilà ce que l'on peut faire, au moins dans le déclaratoire, en s'appuyant sur le droit international. Maintenant, pour après, en termes d'effet, effectivement, j'ai quelques doutes sur l'efficacité. Je précise que Vladimir Poutine n'est pas le seul visé par ce mandat d'arrêt. Maria Lvova-Belova, qui est la déporteuse en chef de cette opération que l'on voit ici à l'image, est également visée par ce mandat d'arrêt. Christian Vicenti.
Oui, merci beaucoup. Juste préciser, je suis également membre du conseil scientifique de l'Institut de géopolitique appliquée, d'études de géopolitique appliquée, IEGA. Voilà, donc c'est quelque chose de relativement nouveau que je voulais vous informer. Sur ce qu'on discute actuellement, on est pris de court parce qu'il faudrait aussi vérifier si la Yougoslavie de Milosevic était membre de la CPI. Parce que si c'était ou pas le cas, ou en plus forte raison pas le cas, malgré tout, la CPI s'est considérée comme étant en capacité de faire arrêter toute la hiérarchie de la Yougoslavie de Milosevic, c'est-à-dire Milosevic, Karadzic et Mladic. Et tous ces gens-là, comme vous le savez, ont fini ou en prison ou même se sont suicidés. Donc, même si en apparence il s'agit d'un affichage politique, en même temps, il faut savoir aussi, vous le savez sans doute, que je ne crois pas plus tard qu'aujourd'hui, est paru un rapport d'étape de l'ONU sur la question des déportations d'enfants d'Ukraine vers la Russie. Pour l'instant, apparemment, le rapport de l'ONU considère qu'on est dans un cadre de crime de guerre. Pas encore peut-être de crime contre l'humanité, pas encore de qualification de génocide, même si certains généraux sur votre antenne considèrent que la déportation massive d'enfants et la déculturation de ces enfants au titre de l'absence de nationalité ukrainienne, report sur une nationalité russe, déculturation totale de la personnalité, c'est considéré comme un cas de génocide. Mais évidemment, comme il s'agit d'un rapport d'étape de l'ONU, on verra à la suite si l'ONU va plus loin dans la qualification et qui certainement apporterait encore plus d'éléments pour une qualification de la CPI dans le cadre de ce qu'elle a entrepris et que vous venez d'annoncer. Voilà. Dans les cas précédents d'hommes d'État qui ont dû comparaître, comment s'est passée l'arrestation? Parce qu'évidemment, là, on n'imagine pas que la CPI va envoyer des hommes armés au Kremlin. Alors, évidemment, quand on repense à ce qui s'est passé avec Karadzic, Milosevic et Radic, il a fallu aller les chercher. C'est-à-dire que dans le cas de Milosevic, je pense qu'il y a eu une sorte de renversement du pouvoir en 2000. Donc, évidemment, après, il a fallu aller chercher et arrêter Milosevic. Dans le cas de Karadzic et de Mladic, il a fallu aller chercher, je crois, de mémoire pendant des années. Et je crois que dans le cas, si je me souviens bien, de Radic, ils sont allés le chercher plus ou moins dans un monastère, enfin, via des dénonciations, etc. Donc, évidemment, dans le cadre de la hiérarchie suprême du pouvoir russe, on entre dans des zones, évidemment, de grande fiction, en quelque sorte, parce que ça supposerait qu'il faille aller également les chercher, quelque part. Alors, évidemment, ils sont au pouvoir, donc ça veut dire quelque part, ça suppose un changement profond que jusqu'à présent, évidemment, on ne voit pas venir. Mais dans le cadre de ce qu'on peut appeler le mandat du ciel appliqué à la Russie, à supposer que Poutine soit un tsar, on peut imaginer que si, évidemment, la Russie perdait complètement la guerre et fasse honte à elle-même comme à la face du monde, évidemment, on peut imaginer des situations que nous ne voyons pas aujourd'hui, mais qui pourraient aboutir évidemment à des qualifications ultérieures. Et nous sommes en direct avec Clara Gérard-Rodriguez, avocate en droit pénal international, ex-juriste à la CPI. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur LCI. Alors concrètement, d'un point de vue du droit, qu'est-ce que ça veut dire, ce mandat d'arrêt émis contre Vladimir Poutine? Parce que cette décision est une décision choc, 1 an après le début de la guerre en Ukraine. Absolument. Donc, nous savions que la Cour pénale internationale enquêtait sur les crimes internationaux commis en Ukraine, donc crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide. Très récemment, il y a eu des informations qui ont paru dans la presse, qui étaient des fuites en réalité, qui venaient du bureau du procureur, selon lesquelles le procureur allait solliciter l'émission de mandat d'arrêt contre des responsables russes. À ce moment-là, c'était vraiment il y a quelques jours, aucun nom n'avait encore été donné, mais on savait que ces mandats d'arrêt concernaient
des crimes commis contre les enfants et ou des frappes contre les infrastructures civiles. Et donc, c'est vraiment aujourd'hui que la nouvelle est sortie selon laquelle un mandat d'arrêt aurait été émis par la CPI à l'encontre de Vladimir Poutine. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'un mandat d'arrêt veut dire que le procureur a considéré qu'il avait suffisamment de preuves contre Vladimir Poutine pour engager sa responsabilité pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou crimes de génocide commis en Ukraine. Mais surtout, si ce mandat d'arrêt a bien été émis, ça veut dire que des juges indépendants, les juges de la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale, ont considéré qu'il y avait des motifs raisonnables de croire que Vladimir Poutine peut être responsable pour ces crimes. Alors ça, les preuves, elles sont en train d'être accumulées depuis maintenant plusieurs mois sur les crimes de guerre commis par les soldats russes. Là, il s'agit de la déportation d'enfants. Comment concrètement, maître, ça va se traduire ce mandat d'arrêt? Parce qu'encore une fois, on n'imagine pas des soldats armés se rendre au Kremlin et déclencher une troisième guerre mondiale. Non, absolument. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la CPI, donc c'est une juridiction, c'est un tribunal international qui n'a pas de force d'exécution de ses propres mandats d'arrêt. C'est-à-dire que très concrètement, la CPI n'a pas de force de police, elle n'a pas de force de l'ordre qui serait susceptible d'aller arrêter les personnes placées sous mandat d'arrêt par la CPI. Ce sont les États parties, les 193 États parties à la CPI, qui, en vertu du statut de Rome, ont l'obligation d'aller exécuter les mandats d'arrêt de la Cour lorsque les personnes qui y sont soumises sont présentes sur leur territoire. Alors bien sûr, la Russie n'est pas un État partie à la CPI, ce qui veut dire que la Russie n'a pas d'obligation et très certainement n'arrêtera pas, on imagine mal, Vladimir Poutine, en tout cas tant que le régime ne change pas. En revanche, si Vladimir Poutine venait à voyager sur le territoire d'un État partie, comme c'est par exemple le cas de l'ensemble des pays de l'Union européenne, à ce moment-là, ces États auraient l'obligation de l'arrêter et de le traduire devant la Cour. C'est exactement la question que j'allais vous poser, maître. Ça veut dire que maintenant, il est persona non grata dans tous les pays qui ont ratifié la Convention ? C'est tout à fait ça. Tous les pays qui ont ratifié le traité de Rome, avec une petite précision, qui est que par exemple, le président al-Bashir, le président du Soudan, est sous mandat d'arrêt de la CPI depuis 2009. Il n'a jamais été arrêté. Et depuis 2009, il a voyagé dans des États qui sont des États partis à la CPI, qui n'ont pas rempli leurs obligations au regard du statut. Ce qui crée évidemment des soucis à la fois sur la crédibilité, mais aussi la force de frappe de la CPI. Ouais, très intéressant ce que vous nous dites, maître Magali. Quand on entend le président Emmanuel Macron qui, tout en condamnant très clairement la Russie, dit il faut continuer à parler avec Vladimir Poutine, je ne sais pas, on a du mal à imaginer sa réaction devant cette décision de la CPI. Il est certain que cette décision-là jette un voile sur la poursuite, en effet, de discussions possibles, parce que là, encore une fois, la Cour pénale internationale fait de Vladimir Poutine vraiment un dirigeant paria. Donc après, il est certain que ça va compliquer la suite d'éventuelles discussions. Après, comme le disait l'avocate, Omar el-Béchir, le dirigeant du Soudan, qui a été aussi officiellement, contre lequel la CPI a mis un mandat d'arrêt pour les crimes dans le Darfour, a continué à être en passe pendant des années, à voyager sans que ça n'ait de véritables conséquences. Encore une fois, c'est vraiment le geste politique, le signal que ça envoie, mais il est certain que derrière aura forcément des conséquences sur d'éventuelles discussions, parce que comment imaginer autour de la même table, face à face, le président Zelensky et Vladimir Poutine. Bon, alors, évidemment, Zelensky dit, de toute manière, les négociations, ça ne fera pas avec Poutine. Mais si demain, il s'agit véritablement de lancer un round de discussion avec la Chine, peut-être en intermédiaire, ou la Turquie, ou face aux États-Unis, je ne sais, il est évident que ce mandat d'arrêt pose quand même un véritable problème, rien que pour les déplacements éventuels de Vladimir Poutine. Christian Vicente. Oui, si vous permettez, est-ce que je pourrais poser une question à l'avocate en ligne ? Bien sûr, maître Clara Gérard-Rodriguez est toujours avec nous. On le remercie. Notamment pour rappeler sur la question que j'évoquais tout à l'heure, est-ce que dans le cas de ce qui s'était passé à partir de 2000 par rapport à la Yougoslavie, est-ce que la Yougoslavie avait adhéré, avait signé les conventions qui permettaient à la CPI d'intervenir et du coup permettre à l'arrestation, le jugement et la détention de Mladic, Karadzic et Milosevic? Est-ce que peut-être vous vous en souvenez sans doute?
Alors oui, alors la situation était différente puisque en réalité les poursuites contre Mladic et Karadzic notamment, ou l'ensemble des anciens responsables de l'ex-Yougoslavie étaient conduites par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, qui est une institution différente de la CPI, avec une précision très importante qui est que alors que la CPI a été créée par un traité, le statut de Rome, qui est ratifié par certains États et qui n'est pas ratifié par d'autres, le tribunal pour l'ex-Yougoslavie avait été créé par le Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui signifie que l'ensemble des États membres des Nations Unies avaient l'obligation d'exécuter ces mandats d'arrêt sans qu'ils aient eux-mêmes à signer un traité ou une convention quelconque. Merci pour cette précision, mais très importante. Si vous nous rejoignez en direct sur LCI, c'est une décision inédite depuis le début de la guerre en Ukraine. La Cour pénale internationale émet un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine face aux crimes de guerre commis en Ukraine. C'est lié très précisément à la déportation et aux transferts illégaux d'enfants. Ce mandat d'arrêt concerne également Maria Lvova-Belova, considérée comme la déporteuse en chef, commissaire russe aux droits de l'enfant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Magali? Oui, c'est un titre qu'elle occupe, c'est un poste qu'elle occupe depuis 2021 précisément. Elle a 38 ans, son mari est Pop, elle est à la tête d'une famille très nombreuse, 10 enfants dont 5 adoptés, et elle appartient en partie de Vladimir Poutine, Russie unie. Elle est même sénatrice. Depuis le début de la guerre, elle a pris une place prépondérante au sein du régime, puisque vous l'avez dit, c'est elle qui est à la tête des opérations, entre guillemets, de sauvetage d'enfants ukrainien. Son rôle a même été encensé par le président russe en septembre dernier. Voilà ce qu'il disait: cette femme fragile fait à elle seule plus pour les enfants et la paix que ces Américains honteux qui griffonnent les listes de sanctions. Voilà ce qu'il déclarait en septembre 2022. Donc elle se rend elle-même dans les territoires occupés, elle se rend elle-même dans le Donbass pour visiter les hôpitaux, les orphelinats, pour recueillir les enfants et organiser leur évacuation. Tout ça est tout à fait officiel. On voit ici des images de reportages qui sont faits soit par la télévision russe, soit par ses propres chaînes Telegram ou son propre compte Instagram. Elle les met en ligne parce que pour elle, c'est une opération humanitaire qu'elle met en place. Vladimir Poutine, dès le mois de mai, avait signé un décret permettant aux Russes d'adopter rapidement et facilement des enfants ukrainiens. C'est donc officiel, le président russe a signé un décret, on voit donc les reportages, et cette femme, donc Maria Lvova-Belova, a elle-même adopté un enfant, un adolescent, il s'appelle Philippe, il a 16 ans, il vient de Mariupol, elle l'a accueilli dans sa famille nombreuse. Elle le disait au début, c'était compliqué, il était difficile, Philippe, il chantait l'hymne ukrainien, il faisait preuve de mauvaise volonté, mais elle dit que son comportement a changé, il est maintenant reconnaissant envers sa famille qui l'a sauvé. Et elle explique comment tout ça se passe, comment les évacuations se passent et comment ça se passe une fois que les enfants sont en Russie. Elle s'est exprimée par exemple pour son fils adoptif. Elle a expliqué, il a été à l'école et puis il y a des programmes scolaires spécifiquement adaptés. Comprenez qu'ils sont en train de suivre des cours dont l'histoire a été modifiée. Oui. Ce sont des cours russes pour qu'ils ne parlent plus que russe. Et certains d'entre eux d'ailleurs ont vu leur prénom changer. Une russification à marche forcée jusqu'à changer le prénom de ces enfants déportés. Et j'oubliais juste, elle faisait déjà l'objet de sanctions, elle était sous le coup de sanctions américaines. Voilà. Merci Magali pour ces informations. Est-ce que cette décision oblige tous les pays à faire face à leurs responsabilités? Je pense à la Chine, dont on va parler dans quelques instants, qui joue un double jeu. Là, face à un mandat d'arrêt mis contre Poutine pour des déportations d'enfants, et on est obligé de choisir son camp, général. Oui, mais je crois qu'on a la dimension du droit, aujourd'hui, d'un côté, avec tout ce qu'on essaye de mettre en place pour réguler, je dirais, les relations internationales d'une manière ou d'une autre, y compris dans ce cas très, très net. Donc ça, c'est l'aspect du droit. Et puis de l'autre côté, je vais utiliser un terme qu'on n'utilise plus tellement chez nous, la raison d'État, qui fait qu'en fonction des intérêts des uns ou des autres, on va voir si on applique ou non les règles. Il me semble que la Chine n'est pas non plus signataire, me semble, de la CPI. Non. Voilà, donc on a quand même un certain nombre d'États très importants en termes d'effectifs, de puissance, qui privilégieront la raison d'État par rapport, je dirais, à la raison du droit. Voilà, donc le droit ne peut pas tout résoudre s'il n'y a pas la force avec, comme on le dit très souvent. La force sur le droit, c'est pas grand-chose. Voilà, et donc là, je crois qu'effectivement, on va avoir un débat, je pense, intéressant sur l'utilisation de ce droit international pour condamner la Russie, très clair. Maintenant, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, en termes d'effets, la procédure est lancée, oui. Maintenant, est-ce qu'il y aura des effets à terme ? J'en doute, sauf si effectivement ce qu'on a évoqué ici tout à l'heure, que Poutine demain
tombe de pouvoir et qu'il y a peut-être une révolution de palais ou une révolution tout court en Russie, où là, effectivement, Poutine et ceux qui l'entourent pourront être transférés devant un tribunal. Mais je crois que c'est cette condition, et à condition, bien sûr, qu'ils acceptent de signer la charte de la CPI pour dire oui, on accepte qu'une justice internationale se supplée notre justice nationale et donc se mette en quelque sorte sous la coupe de la communauté internationale. Et je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment, moi, j'ai pas le sentiment que ce soit la tendance générale du monde de dire que ce droit qui est, moi, je dirais très occidental, puisse s'appliquer à l'ensemble des États du monde qui ont d'autres soucis, d'autres visions du monde et une autre appréciation du droit. Ouais, vous soulevez un point très sensible, en général. C'est le procès vraiment qui est fait à la Cour pénale internationale, oui, d'être une justice occidentale. Oui. Et on peut être sûr que la réaction du Kremlin va aller dans ce sens-là, en disant c'est la justice des Occidentaux. Donc Vladimir Poutine va balayer d'un revers de main cette mise en ce mandat d'arrêt en expliquant que la CPI agit aux ordres. Hein. Donc c'est là où ce sont toutes les lacunes finalement de la justice internationale, parce que elle a eu quand même depuis le début pas énormément de résultats. Il faut bien le voir. Et donc, il y a eu ce procès en illégitimité qui a été fait à certains moments. Il y a cette réaction, il y a quelques instants, de la présidence ukrainienne après l'annonce de ce mandat d'arrêt émis contre Vladimir Poutine. Ce n'est que le début, dit la présidence ukrainienne. Maître Gérard Rodriguez, vous êtes toujours avec nous. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Qui va enquêter? Comment? Quel domaine d'enquête? Alors, les enquêteurs de la CPI sont déjà présents sur le terrain. Ils le sont depuis le début du conflit. Jusqu'à présent, ils faisaient des allers-retours en réalité entre le siège de la CPI à La Haye et le territoire ukrainien. Mais là, très prochainement, la CPI doit ouvrir un bureau local à Kiev, ce qui signifie que la CPI aura des enquêteurs et des juristes qui seront basés de manière permanente en Ukraine pour pouvoir enquêter sur place, éventuellement avec le soutien ou l'appui des services d'enquête nationaux, donc que ce soit les services de police, les services de renseignement ukrainiens, mais également les Nations Unies et les nombreuses ONG qui sont présentes sur le terrain et qui font un travail considérable de collecte des preuves depuis le début du conflit. Donc l'ensemble de ces éléments de preuve vont être ensuite collectés par la CPI, vont être analysés, ils vont être traités pour que ensuite le procès puisse arriver à être mené à terme dans l'hypothèse où les personnes responsables seraient arrêtées, puisqu'il faut bien avoir en tête que la CPI ne conduit pas de procès qu'on appelle in absentia ou par contumace, c'est-à-dire qu'il faut que les personnes soient arrêtées, qu'elles soient traduites, qu'elles soient présentes à la CPI, à La Haye pour pouvoir être jugées. Il ne peut pas y avoir de procès en leur absence, ce qui va sûrement être un enjeu considérable ici, puisque, comme le rappelaient vos invités, il est, en tout cas dans l'immédiat, très improbable que la Russie traduise ou transfère à l'autorité de la CPI, que ce soit Vladimir Poutine ou d'autres ressortissants russes. Mais par contre, la justice a la mémoire longue. On s'inscrit dans un temps long, effectivement. Et par exemple, le cas du Soudan est assez symptomatique, puisque c'est seulement à l'aune d'une révolution, d'un changement de pouvoir qui a eu lieu il y a quelques années, que le Soudan a commencé à coopérer avec la Cour, alors même que des enquêtes étaient en cours depuis une bonne quinzaine d'années. Très intéressant ce que vous nous dites. Parmi les points à retenir, s'il y a procès, ce sera forcément en présence de Vladimir Poutine. Et la justice a la mémoire longue. Est-ce qu'on peut imaginer, dans 20 ans, si Vladimir Poutine n'est plus au pouvoir, je ne sais pas ce qui peut se passer dans 20 ans, c'est compliqué de se projeter. On a déjà du mal à voir comment la guerre en Ukraine va évoluer. Est-ce qu'il pourrait être amené à rendre des comptes ? Absolument, et ce ne serait pas la première fois. On voit par exemple dans le cas de l'ex-Yougoslavie, au moment du conflit, dans les années 90, il était très improbable, il ne pouvait pas être conçu que Mladic, Milosevic, Karadzic soient traduits en justice, et ils l'ont été. Ils ont été jugés à La Haye, au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, qui siège dans la même ville que la CPI, et en leur présence. Christian Vicenti. Oui, je crois qu'effectivement, il est important de signifier que la justice internationale a la mémoire longue, et je crois qu'elle trouvera des arguments pour expliquer que c'est pas simplement une affaire occidentale à partir du moment où ça touche des enfants. Ça, c'est absolument primordial, parce que là, on touche au vital absolu quand on touche à des enfants. Donc, à partir de ce moment-là, il me semble que la justice internationale sera amenée à revisiter en quelque
quelque sorte l'histoire, en se rappelant que le cas particulier de la Russie de Poutine n'est pas le seul en la matière, encore une fois dans l'histoire, sans remonter au régime nazi, mais la particularité de ce qui se passe au niveau de la Russie à présent, c'est que la déportation et la déculturation totale des enfants se fait à partir d'un autre territoire indépendant. Tant qu'il s'agissait, l'Union soviétique, il faut savoir, a pratiqué effectivement ce qu'on pourrait appeler les trafics d'enfants de toutes sortes, les déportations, mais tant que ça restait à l'intérieur et que ça reste ce qui s'est appelé d'ailleurs à un certain moment le Holodomor, c'est-à-dire l'extermination par la faim, évidemment l'argument était de dire oui mais ça concernait uniquement que l'intérieur de l'Union soviétique, ça ne dépassait pas les frontières, donc à la limite il n'y a jamais eu de jugement de l'histoire dans ce domaine-là, et même un oubli collectif en quelque sorte à ce titre. Et c'est seulement maintenant qu'on se souvient qu'il a bien existé une déportation massive et une extermination massive au titre du Holodomor. Là, maintenant, on est dans un conflit international avec effectivement une déportation et quasiment un génocide d'enfants qui sera qualifié plus tard, venant d'un pays agresseur sur un pays indépendant. Et ça, évidemment, quelque part, ça change tout. Et donc, ça amènera à une revisite de l'histoire et évidemment à un jugement international qui concernera l'ensemble de l'humanité, parce qu'encore une fois, ça touche des enfants. Et ça, c'est tout à fait nouveau, si j'ose dire, en quelque sorte. Permettez-moi d'accueillir en plateau Claire Cambier. Bonjour, reporter qui vient de rentrer d'Ukraine il y a quelques heures. Merci beaucoup d'être avec nous, Claire. Alors, c'est un sujet que vous connaissez bien, parce que vous y avez été confronté sur le terrain. Vous avez effectué plusieurs missions en Ukraine et vous avez rencontré des familles ukrainiennes dont les enfants avaient été enlevés. Racontez-nous. Malheureusement, c'était lors de leur contre-offensive de septembre. On était à Kupiansk, à l'est de Kharkiv. On a rencontré des familles qui nous ont raconté ne plus avoir de nouvelles de leurs enfants. Ils étaient vraiment désespérés parce qu'ils n'avaient aucun moyen en fait, de les contacter, de savoir où ils étaient, de savoir comment les récupérer surtout. Et on avait également été se renseigner auprès des policiers locaux pour savoir s'il y avait d'autres familles dans ce cas. Là, on avait appris qu'il y avait carrément 3 bus complet d'enfants qui avaient été envoyés juste avant la libération par l'armée ukrainienne en Russie. Alors officiellement, c'était des départs en vacances, des vacances en Russie, dans des camps pour 15 jours, 3 semaines. Et malheureusement, ces enfants ne sont jamais revenus. Alors ça, c'est des cas qu'on a entendus donc, du coup, à Kupiansk, mais aussi à Izium. Il y a eu des cas aussi à Kherson. Oui, mais ces familles, donc, avaient fait le choix d'envoyer leurs enfants en Russie en se disant qu'ils pouvaient revenir. Alors, c'est pas forcément des choix. Hein. C'est pour ça que je pose la question vraiment, peut-être un peu naïvement, mais pour éviter le malentendu. Ce sont des villes occupées et malheureusement, elles sont obligées de se soumettre aussi à la réglementation des occupants russes. Donc, il y a des parents qui étaient qui étaient d'accord, mais qu'ils soient d'accord ou pas, hein, les enfants étaient emmenés, ça c'est sûr. Nos confrères Hélène Bonnet et Charlotte Lefetté ont réalisé un très bon reportage en janvier. Elles ont rencontré 2 familles qui avaient pu récupérer leurs enfants. Ça a été un long périple en Crimée, à l'aide d'une ONG, parce que seule elle n'y arrivait pas. Et ce qu'elle racontait, ce que racontaient les enfants, c'est notamment tout ce qui était ukrainien, par exemple les t-shirts avec des symboles avaient été déchirés. Ils étaient obligés tous les matins de chanter l'hymne russe. Donc on sent vraiment qu'il y a cette volonté de russifier, disons, les enfants et de leur faire oublier finalement leur nationalité ukrainienne, pardon. Alors Moscou a réagi à l'instant après cette décision, ce mandat d'arrêt émis contre Vladimir Poutine. Moscou dénonce une décision insignifiante et dénuée de sens. Moscou dénonce une décision insignifiante et dénuée de sens. Et si Maître Clara Gérard-Rodriguez est toujours avec nous, j'avais une question très précise. Demain, si Vladimir Poutine quitte la Russie, pour se déplacer, pour effectuer une visite diplomatique, quels sont les pays dans lesquels il pourrait se rendre? Parce qu'il risque d'être arrêté à tout moment, si on respecte le traité. Alors, tous les États qui sont partis au statut de Rome ont l'obligation d'arrêter Vladimir Poutine. Dans les faits, il n'est pas rare que les États ne remplissent pas ces obligations à partir du moment où il n'y a pas en réalité de sanctions qui seraient prises contre les États qui ne le respecteraient pas. Mais
il est vrai que les États qui sont aujourd'hui les plus sûrs, entre guillemets, pour Vladimir Poutine sont ceux qui ne sont pas partis au statut de Rome, ce qui comprend notamment la Chine, la Corée du Nord, mais également les États-Unis, Israël, de très nombreux pays occidentaux ou d'Afrique qui ne sont pas membres du statut de Rome. Merci beaucoup, maître Clara Gérard-Rodriguez, avocate en droit du pénal international et ex-juriste à la CPI, d'avoir été avec nous en direct. Vous restez avec nous, je vous rappelle cette information, cette décision inédite depuis la guerre en Ukraine qui risque de changer beaucoup de choses. Ce mandat d'arrêt émis contre Vladimir Poutine par la Cour pénale internationale. A tout de suite.